Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Enfin, dans des extraits. Oui, bonjour. Un livre qui nous emmène à Bali. C'est ça. L'histoire, c'est celle d'un Français en vacances là-bas, presque sur le départ. Et un peu par hasard, en fait, il décide d'aller voir un vieux guérisseur local, Maître Samtiang. Un guérisseur assez réputé d'ailleurs. Oui, mais lui, il n'est pas vraiment malade. C'est plus la curiosité, quoi. Une curiosité qui va déclencher pas mal de choses. Absolument. Et le cœur du sujet, l'idée qui traverse tout ça, c'est assez fort. Notre réalité, ce qu'on vit tous les jours. Et si c'était pas juste objectif, mais plutôt une construction? Une construction basée sur quoi alors? Sur nos croyances, nos convictions les plus profondes, souvent celles dont on n'a même pas conscience. D'accord. Donc l'idée, c'est de suivre ce personnage dans son parcours un peu initiatique avec ce guérisseur aux méthodes, disons, peu orthodoxes. Voilà. On va essayer de voir comment ces croyances nous limitent peut-être dans notre bonheur et surtout, est-ce qu'on peut les changer? C'est la grande question. C'est un mélange de récits, de développement personnel, avec une touche de sagesse balinaise, si je comprends bien. C'est exactement ça. Un cocktail intéressant. Alors, commençons par le commencement. La rencontre. Il galère un peu à trouver la maison du guérisseur, non? Oui, il imagine un truc peut-être un peu luxueux et il tombe sur des campanes, des habitations très simples. Il y a même une petite pique amusante sur les hommes qui refusent de demander leur chemin. Oui, un classique. Mais ce contraste déjà entre l'attente et la réalité, ça le met un peu... ça commence à le déstabiliser. Et le guérisseur lui-même, il est comment? Très simple aussi. Âgé, vêtu sobrement, mais avec un regard décrit comme lumineux. Très loin du cliché qu'on pourrait avoir, surtout qu'il aurait soigné des personnalités importantes, genre le Premier ministre japonais. Donc, scepticisme initial chez le protagoniste. Oui, un peu. Il y a aussi ce détail physique, une oreille droite mal formée. Mais le guérisseur est doux, parle bien anglais. Et la consultation commence, un peu maladroitement. Oui, le Français avoue qu'il est là juste pour un check-up, un bilan, quoi. Il se sent un peu ridicule. Mais le guérisseur l'accueille sans jugement. Exactement. Il l'invite à s'allonger. Et c'est là que ça devient intéressant. Le diagnostic choc. Voilà. Le guérisseur palpe différentes parties du corps. Tout semble normal, jusqu'aux pieds. Les pieds, qu'est-ce qui se passe? Il appuie très fort sur le petit orteil gauche. Et là, la douleur est décrite comme vraiment intense, insoutenable. Aïe. Et le guérisseur, il dit quoi? Il reste calme, bienveillant, mais il lâche le verdict. Vous avez mal, vous êtes quelqu'un de malheureux. Ah oui, direct. La douleur physique comme symptôme d'un mal-être général. C'est ça. Une connexion corps-esprit très présente dans ses approches orientales. Et là, il pousse le protagoniste à parler de sa vie. Le travail, les amours, la famille. Oui, il français, un peu agacé au début, finit par lâcher le morceau. Il est malheureux, surtout à cause de son célibat. Et il met ça sur le compte de son physique. Il se trouve trop magre, c'est ça? Exactement. Et c'est là qu'on arrive au cœur du message du livre, je crois. Oui, parce que le guérisseur, lui, il n'est pas d'accord avec cette explication. Pas du tout. Pour lui, le problème, c'est pas le corps. C'est la croyance du protagoniste. Ce qu'il croit que les femmes pensent de lui. Avec cette phrase clé que vous citiez, les autres nous voient comme nous nous voyons nous-mêmes. Précisément. Et pour illustrer ça, il prend un exemple assez parlant. Nicole Kidman dans le film Eyes Wide Shut. Ah oui, qu'est-ce qu'il dit sur elle? Il dit pas qu'elle est pas belle, attention. Mais il souligne qu'elle n'est pas parfaite. Selon certains critères objectifs, il donne même quelques détails un peu, bon. D'accord. Mais alors, d'où vient son pouvoir de séduction? De sa propre conviction. Selon le guérisseur, elle est intimement convaincue d'être magnifique. Et cette conviction intérieure, elle rayonne. Elle influence la perception des autres. Ce qui expliquerait pourquoi elle est souvent classée parmi les plus belles femmes. Intéressant. Mais comment on fait concrètement pour changer une croyance comme ça sur soi? Le livre donne des pistes? Oui, il suggère que c'est possible. Pas forcément simple, hein, mais possible. Par la prise de conscience et par l'expérimentation mentale. Des exercices? Oui, deux. Le premier, s'imaginer beau, séduisant, sur la plage de Kuta. Et là, le protagoniste ressent un changement. Ah bon? Lequel? Une assurance nouvelle, sa posture se redresse, il sourit. Et d'après le livre, ça a un impact sur la façon dont les femmes le regardent. Indépendamment de son physique réel, quoi. Et j'imagine qu'il y a l'exercice inverse? Exactement. S'imaginer raconter une anecdote en se sentant nul, pas intéressant. Résultat, il parle vite, sans conviction, ça fait flop. Et ça renforce sa croyance négative. Voilà, la boucle est bouclée.
Ce qu'on croit sur soi influence notre comportement, qui influence la réaction des autres, qui vient confirmer notre croyance de départ. C'est un cercle, quoi. Un cercle puissant. Mais ces croyances, elles sortent d'où à l'origine? Le livre explore ça? Oui, oui, plusieurs sources sont mentionnées. D'abord, l'entourage, surtout dans l'enfance. Les parents, les profs? C'est ça, les messages qu'on entend en boucle. T'es beau, t'es intelligent, ou le contraire. Ça finit par rentrer. Le protagoniste lui-même se souvient d'une prof de maths qui répétait que la classe était nulle. Et ces notes ont chuté. Voilà, ça l'a marqué. Le livre parle aussi d'une expérience scientifique assez connue sur le QI. Oui, une étude américaine des années 70, assez frappante. On prend 2 groupes d'enfants, QI similaires. On dit aux profs du premier groupe, vos élèves sont surdoués. Aux profs du second, ils sont plutôt en dessous de la moyenne. Et alors? 1 an après, on remesure le QI. Celui du premier groupe a nettement augmenté par rapport au second. C'est fou. Comment ils expliquent ça? L'idée, c'est que les attentes des profs changent leur comportement, même inconsciemment. Comment ça? Avec les doués, ils vont utiliser un langage plus riche, les stimuler davantage, les regarder différemment, avec confiance. Et l'inverse pour les autres. Et les enfants captent ces signaux? Exactement. Ils captent ces attentes et, en quelque sorte, ils s'y conforment. Leur performance s'ajuste à ce qu'on attend d'eux. Ça fait réfléchir à l'impact qu'on peut avoir même sans s'en rendre compte. Et nos propres expériences, elles forgent aussi des croyances. Bien sûr. Le livre donne l'exemple d'une première prise de parole en public qui se passe mal. On peut en conclure, à tort, je ne suis pas fait pour ça. Une généralisation abusive, quoi. Et une fois qu'on a ces croyances, elles agissent comme des lunettes déformantes. Comme des filtres, oui. C'est une bonne image. Notre cerveau, il est bombardé d'infos. Des milliards de bits par seconde, je sais pas. Il peut pas tout gérer. Donc ils trient. Il trie. Et comment il trie? En fonction de ce qu'il croit déjà important ou vrai. C'est un tri inconscient, la plupart du temps. Un exemple concret? Si tu crois que le monde est dangereux, ton attention va se focaliser sur quoi? Sur les risques. Le regard bizarre de quelqu'un, une poutre qui a l'air fragile, le gecko sur le mur qui devient une menace. Alors que si tu crois que le monde est plutôt sympa, Tu vas remarquer les fleurs, le vent agréable, le même gecko que tu vois comme utile parce qu'il mange les moustiques, le sourire du guérisseur. et dans les deux cas, ta perception confirme ta croyance de départ. C'est ça. Le filtre renforce la croyance. Et il n'y a pas que la perception, il y a aussi l'interprétation. Ah oui, Un truc ambigu comme un sourire. Est-ce qu'il est amical ou moqueur? Ton filtre, ta croyance, va trancher. et ça renforce encore la boucle. Exactement. Et dernier étage de la fusée, le comportement. Si je crois le monde hostile, je vais être fermé, méfiant. Ce qui risque de provoquer de la méfiance en retour. Logique, et hop, ma croyance est validée. Alors que si je suis ouvert, souriant, parce que je crois le monde bienveillant, J'ai plus de chances de recevoir des réactions positives. qui vont valider cette croyance-là? C'est un système qui s'auto-entretient, très puissant, et souvent on n'en a pas conscience. D'où la conclusion un peu radicale du livre. Chacun se crée vraiment sa propre réalité, qui n'est en fait que le fruit de ses croyances. Ouf. Oui, ça pèse lourd. Et ça s'applique à tout. La réussite, l'amour, l'argent, notre propre valeur. Et c'est dans ce contexte que le guérisseur donne au protagoniste ses premières missions, c'est ça, pour commencer à agir là-dessus. Oui, pour passer de la théorie à la pratique en quelque sorte. La première mission, c'était quoi déjà? Ah oui, rêver éveillé. C'est ça. Imaginer sa vie idéale sans aucune limite. Si tout était possible, diplôme, physique, qualité, qu'est-ce qu'il ferait? Où il vivrait? Et la deuxième? Plus terre à terre, faire des recherches sur l'effet placebo, trouver des données scientifiques. Le guérisseur insiste pour qu'il cherche lui-même. Alors, ce rêve éveillé, ça donne quoi? Il se voit lâcher son boulot d'enseignant, qu'il frustre. Il deviendrait photographe. Sa passion. Oui, spécialisé dans les portraits vivants, les photos de mariage qui capturent l'émotion. Il imagine un studio reconnu, un meilleur salaire, une maison avec jardin, une compagne. Et même apprendre le piano, du Chopin. Un beau rêve. Mais Mais voilà, ce rêve, qui n'est pas non plus complètement délirant, lui paraît tellement inaccessible, tellement loin de sa réalité, que ça le rend triste. Ça crée un décalage douloureux. et les placebos, ils trouvent quoi? Il fait ses recherches à l'hôtel Amankila, à un endroit très luxueux. Le livre souligne le contraste avec sa vieille voiture, etc. Histoire de bien marquer le décalage. Voilà. Et il tombe sur des chiffres assez bluffants. Comme quoi? En moyenne, dans les essais cliniques américains, les placebos auraient une efficacité d'environ 30%, parfois beaucoup plus.
comparable à la morphine dans certains cas, genre 54% d'efficacité similaire. Quand même. Mais le plus fou, c'est une étude où des patients recevaient un placebo en pensant que c'était une chimio. Résultat, 33%, un tiers d'entre eux, ont perdu leurs cheveux. Incroyable. Juste par la croyance? C'est ce que l'étude suggère, oui. L'esprit qui agit directement sur le corps, de façon très concrète. Ça montre le pouvoir de la conviction, en positif comme en négatif. Et ça amène à s'interroger sur le rôle de la croyance dans la guérison en général, j'imagine. Tout à fait. Et sur pourquoi on parle si peu de ces effets, peut-être? Bon, après ces découvertes, il doit revoir le guérisseur. Mais il y a un nouveau contretemps. Oui. Le guérisseur n'est pas là. Il trouve une note avec 2 nouvelles tâches. Ah, encore des missions. Lesquelles? D'abord, lister tous les obstacles qui l'empêchent de réaliser son rêve de photographe. Et ensuite, gravir le mont Skouvo, une montagne locale. Et là, il réagit comment? Il bloque sur la montagne. Il voit pas le rapport, il n'a pas envie, ça lui paraît inutile, il décide de ne pas y aller. Intéressant, cette résistance. Ça montre bien les blocages, non? Exactement. Alors il s'assoit sur la plage et il liste les obstacles à son rêve. Mais c'est fait dans un état d'esprit assez négatif. Il se décourage. Oui. Il écrit pourquoi c'est impossible, pourquoi le bonheur c'est pas pour lui, un moment de fatalisme assez fort. Et quand il revoit enfin Maître Samtiang, Il reparle des placebos. Le guérisseur fait des liens avec des paroles comme qu'il vous soit fait selon votre foi. Il cite des études sur des cancéreux qui ont guéri parce qu'ils croyaient à fond dans leur traitement. il raconte même l'histoire de cette femme avec plusieurs personnalités. Oui, atteinte de leucémie, mais une seule de ces personnalités était malade. Des exemples extrêmes pour marteler l'idée du lien entre l'état d'esprit, la croyance et ce qui nous arrive, même physiquement. Et ensuite, ils attaquent la liste des obstacles au rêve. Oui, point par point. Le premier, ce sentiment d'impuissance, le « je sais pas comment faire ». La solution proposée? Décomposer. Rendre ça concret. Quelles sont les étapes pour devenir photographe? Quelles compétences il lui manque? Gestion, vente. Comment les acquérir? Formation, lecture. Sortir du flou paralysant. Logique. Obstacle suivant, la peur de demander de l'aide. Surtout à son ancien directeur. Oui, la peur sous-jacente, c'est celle du rejet. Le guérisseur lui fait remarquer qu'on confond souvent le rejet d'une demande, non, je ne peux pas t'aider pour ça, et le rejet de la personne, je ne t'aime pas. C'est pas faux. Et pour l'aider à dépasser ça, il lui donne cette mission un peu bizarre. La mission des 5 non. Obtenir 5 refus clairs et nets d'ici le lendemain. Pour dédramatiser le non, en fait. Malin. Et après, il y a la peur de l'échec, non? Liée à une mauvaise expérience. Oui, en management. Il a planté un truc et il en a conclu « le management, c'est pas pour moi ». Encore une généralisation hâtive. Et là, quelle est l'approche du guérisseur? L'analogie du bébé qui apprend à marcher. Il tombe des milliers de fois. L'échec fait partie de l'apprentissage. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fait pour ça, mais qu'on a besoin de se former, d'essayer encore, et que ça demande parfois des sacrifices. Des sacrifices. Comme quoi? Renoncer à du temps libre, à de l'argent pour une formation, peut-être à des vacances. Ce qui nous amène à l'idée du choix et du sacrifice. Le lien avec le mont Skougo qu'il n'a pas voulu gravir. Exactement. Le guérisseur lui dit que l'effort investi rend la satisfaction plus grande. Et cette phrase forte, « Si vous ne renoncez à rien, vous abstenez de choisir ». Choisir une voie, c'est forcément renoncer à d'autres options, à une certaine facilité. C'est profond, ça. D'autres obstacles sont abordés. Oui, des trucs plus sociaux, le poids du regard de la famille par exemple. Passer d'enseignant, statut intellectuel, à photographe, statut artiste, ça le met mal à l'aise par rapport à ce que ses proches pourraient penser. La leçon, c'est quoi? Vivre selon ses propres valeurs. Voilà. S'aligner avec soi-même, pas avec les attentes des autres. Sortir des étiquettes artistes, scientifiques. Chaque personne est unique. Le but, c'est de se réaliser soi. Et l'influence de l'entourage plus large, les amis, les collègues? C'est crucial aussi. Le livre parle des saboteurs de rêve. Ceux qui vous découragent, souvent parce que ça vient toucher leurs propres peurs ou besoins. Il faut savoir s'en éloigner un peu. Et à l'inverse, l'importance d'avoir du soutien? Fondamental. Avoir ne serait-ce qu'une ou 2 personnes qui croient en vous, en votre projet, ça donne une force incroyable dans les moments de doute. Ça peut être un proche, un mentor, Dieu, sa bonne étoile comme Napoléon, même un animal de compagnie, dit le livre. C'est large. Et un dernier obstacle majeur, l'argent. Ah, l'argent. Le protagoniste est ambivalent. Il en veut plus, mais il a cette idée que c'est un peu sale. Comment le guérisseur aborde ça? Il présente l'argent comme un outil neutre, un moyen d'échange,
Il est sain s'il vient d'une contribution positive au monde, donner le meilleur de soi, et s'il est utilisé pour faire le bien, permettre à d'autres de s'exprimer. Et négatif, s'il Ah vient? bah, s'il est obtenu en nuisant, ou s'il est juste accumulé pour le matériel, sans partage, sans faire circuler. Ça dessèche l'humain selon lui. Et le fait que le guérisseur lui-même ne soit pas riche? C'est parce qu'il n'en a pas besoin, dit-il. Mais pour le protagoniste, qui est plutôt dans le manque et la frustration, la suggestion est qu'il doit peut-être apprendre à en gagner, à être à l'aise avec ça, avant de pouvoir éventuellement s'en détacher vraiment. Ce n'est pas un détachement actuel, c'est plutôt un renoncement par défaut. D'accord. Alors revenons à la mission des 5 noms. Est-ce qu'il réussit à se faire éconduire 5 fois? Eh ben, c'est pas si simple. Apparemment, à Bali, les gens sont très polis. Et même les Occidentaux qu'ils croisent, ils essayent de trouver des solutions plutôt que de dire non directement. C'est drôle, il en obtient combien au final? 2 sur 5. Un voisin hollandais Hans et une agence de voyage. C'est peu, mais ça lui fait réaliser un truc. Que le rejet franc est rare? Oui. Et que c'est surtout sa propre peur du rejet qui était énorme et paralysante. La réalité est moins terrible que l'anticipation. Et au passage, il réussit à appeler son ancien directeur. Bon, on approche de la fin du séjour, et il y a ce dilemme avec le billet d'avion, c'est ça, hein? Oui, son vol retour est prévu. Mais pour voir le guérisseur une dernière fois, il faudrait qu'il change son billet, parce que le guérisseur n'est pas dispo le matin même. Et ça coûte cher, 600 $. Grosse décision, surtout qu'il n'est pas riche. C'est un vrai choix, un vrai sacrifice potentiel. Et il décide de payer. Il choisit de rester pour cette dernière rencontre. Il investit, en quelque sorte, dans sa transformation. C'est exactement ça. Il se présente donc pour ce dernier rendez-vous, prêt à recevoir l'ultime leçon. Et? Et le guérisseur n'est pas là. Encore. Exactement, Juste une note. qui révèle le pot rose. C'est-à-dire, la note explique que l'apprentissage majeur, la vraie leçon, ce n'était pas ce qu'ils allaient se dire. C'était l'acte même de choisir de changer le billet. Ce sacrifice financier, cette décision de privilégier son cheminement à la facilité et à l'argent. Ah, c'est fort comme méthode. Quelle est sa réaction? D'abord la colère, il se sent floué. Puis il comprend. Il admire même l'intelligence du truc. Le guérisseur a lui-même sacrifié leurs adieux pour que la leçon rentre vraiment. Et il fait un geste symbolique, non? Oui, il laisse sa croix huguenote, un objet hérité de son père, chargé de sens pour lui, dans la boîte à offrandes du guérisseur, comme un passage de témoin ou un lâcher-prise. Et c'est seulement après ça qu'il se décide à gravir le fameux mont Scouvo? Oui, maintenant, ça a du sens pour lui. Il y va. Et l'ascension? 4 heures d'effort, Xibur. Mais arrivé en haut, épuisé, il ressent une satisfaction immense, un sentiment de puissance, d'avoir surmonté quelque chose, en lui et à l'extérieur. Et il prend une décision essentielle. Oui, la résolution de vivre sa vie, selon ses propres choix, d'accepter les difficultés, non pas comme des fatalités, mais comme des apprentissages nécessaires sur le chemin. La fin du livre le montre vraiment différent. Il y a cette scène de bain de minuit. Oui, nu dans l'océan, un sentiment de libération, de fusion, de renaissance. Il dort même sur la plage. Il se réveille comme un homme nouveau. Et cette transformation, elle se conclut par un acte de transmission. C'est ça. Sur la plage, il rencontre une petite fille, Andy. Elle rêve d'être capitaine de bateau, mais son grand-père lui dit que c'est pas pour les filles. Et lui, il intervient. Tu n'es pas capable. C'est à toi de choisir et de vivre ta vie. Jolie façon de boucler la boucle. Si on devait synthétiser les points clés de cette exploration, qu'est-ce qu'on retiendrait? D'abord l'impact énorme de nos croyances, souvent inconscientes, héritées de l'enfance, des expériences. Elles façonnent vraiment notre perception du monde, nos comportements et au final, notre bonheur. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas gravé dans le marbre. Le livre suggère qu'on peut les identifier, ces croyances limitantes, et travailler à les changer. Oui, par la prise de conscience, l'expérimentation, en affrontant ses peurs, peur du rejet, peur de l'échec. Ça demande un travail sur soi, c'est sûr. Et ça souligne l'importance de s'aligner sur ses propres valeurs, de faire des choix conscients, même s'ils demandent un effort, un sacrifice. C'est ça qui construit une vie authentique, finalement. Tout à fait. Et je pense que la pertinence pour tout un chacun est assez évidente. On porte tous en nous des croyances qui nous aident et d'autres qui nous freinent. Oui, ce récit invite vraiment à l'introspection, se demander quelles sont les miennes, là, maintenant, qu'est-ce qui me limite peut-être sans que je m'en rende compte? C'est une bonne question à se poser.
Absolument. Et pour finir, peut-être une pensée à emporter. Le protagoniste achève son parcours en transmettant l'essentiel à une enfant. Alors si on devait identifier pour soi-même, là, aujourd'hui, la croyance fondamentale qui, si on la changeait, pourrait ouvrir la porte vers une vie plus riche de sens, plus alignée. Vaste question. Ou alors, se demander quelle part de ce que j'appelle la réalité, ma réalité de tous les jours, est en fait une construction de mon esprit, façonnée par mes croyances, et donc quelle part est potentiellement modifiable. De quoi réfléchir, en effet. Merci pour cette discussion passionnante. Merci à vous.